tout compte fait, qu'est-ce qu'il faut penser de ces histoires? Ben, vous me direz que justement l'historien n'a pas à juger, mais vous savez, il juge toujours. L'objectivité historique, ça n'existe pas. On est toujours du côté ou de l'autre. Quand il s'agit peut-être des Assyriens, mais quand il s'agit de choses récentes, vous savez, il n'y a pas moyen de ne pas opter. Alors disons simplement qu'avec la plus grande tentative d'objectivité, je vais vous apporter un constat sur Vichy. Première chose que je voudrais vous dire, c'est tout de même traiter le cas Laval. On va s'occuper de Pétain après. Laval, il y a des choses à dire, vous savez, il y a une distinction fondamentale à établir entre lui et le maréchal. Il faut bien se rendre compte de ceci. Le maréchal est quelqu'un qui va profiter de la défaite pour réaliser son idée de politique intérieure. La défaite, pour le père Laval, c'est simplement, pardonnez-moi si c'est l'expression, c'est un merdier. Et il va tenter de tirer de ce merdier ce qu'il pourra pour l'avantage de la France. Il se figurait qu'il était un Talleyrand, il pensait qu'il allait pouvoir jouer des intérêts allemands contre les intérêts italiens, il était persuadé que les Anglais allaient perdre la guerre et que par conséquent on pourrait prendre une part des colonies britanniques puisque les Allemands prendraient certainement une part des colonies françaises. Vous voyez, son jeu est profondément différent de celui du maréchal. Je vous ai déjà dit 2 fois, et j'y insiste, que Laval est parfaitement indifférent à la Révolution nationale. Ça ne l'intéresse pas. J'ajoute, et je crois que c'est la 3e fois que je le dis, mais parce que j'y tiens, que Laval était opposé à la politique antisémite. Tout ça, tout le monde le sait. Lorsque, par exemple, le 1er octobre 1940, Baudouin note le maréchal est le plus sévère à l'égard des Juifs, il note également que Laval ne s'y intéresse pas. Il y a aussi cette différence fondamentale, enfin considérable, du fait que Laval ne représente rien. Il est un personnage politique, c'est un politicien, c'est un homme de la Troisième République. Maréchal, tout à fait autre chose. Comme dira De Gaulle, c'était une personne morale. C'était un symbole. Derrière la personne du maréchal, il y avait l'image de la France. Laval, absolument pas. Alors, quand on juge l'un et l'autre, il faut se rendre compte de cette différence énorme. J'ajoute ceci, qui est personnel. Je n'ai jamais vu le maréchal, si je l'ai vu une fois de loin. J'ai vu sa silhouette, il y avait son pardessus, c'était au printemps 1941 à Vichy. En revanche, j'ai parlé quelques minutes, seulement quelques minutes, avec Laval. Voilà, je peux vous dire la date exactement, c'était le 19 juin. J'étais professeur à Bordeaux. J'étais lié depuis des années avec Marquet, le maire, qui était très aimable pour moi. Je ne l'aimais pas beaucoup. C'était un néo-socialiste, vous savez, enfin un homme un peu discutable. Et puis j'étais monté le voir, et dans le grand escalier de l'hôtel de ville, il descendait et il était avec Laval. Alors, il m'a présenté, Guillemin, professeur à l'université. Nous avons échangé quelques paroles sans intérêt, mais j'ai bien regardé Laval. Et Laval m'a regardé aussi. Et ce regard m'est resté. Vous savez, c'était un regard humain. L'homme n'était pas beau à voir. Peut-être qu'il avait mal dormi, c'est peut-être qu'il venait dans le train, je ne sais rien, il était tout fripé, son fameux col blanc n'était pas blanc, sa cravate blanche était froissée, son teint était olivâtre presque, hein, ses cheveux étaient huileux, mais il avait un regard qui m'a saisi. Il m'a regardé comme on regarde une personne humaine, enfin pas simplement quelqu'un qu'on rencontre, mais il m'a regardé un instant. Je me suis dit, tiens, c'est un homme qui a de même une substance humaine profonde. C'est vrai, c'est parfaitement vrai que si le maréchal, je vous le disais la dernière fois, a tenu courageusement à rentrer en France, je mets courageusement entre parenthèses, puisqu'il est convaincu qu'il ne risque rien. Laval n'a pas osé rentrer en France. Vous savez qu'il a demandé asile à la Suisse, qu'il n'a pas voulu. Il s'est fait transporter par avion à Madrid et le Franco, très indignement du reste, ne l'a pas accepté, l'a enfermé dans la forteresse de Montjuïc. Et de là, Franco l'a réexpédié chez les Américains, enfin, dans la partie d'Allemagne occupée par les Américains, et les Américains l'ont remis aux Français. Je dois vous dire que dans son procès, il s'est pas mal conduit. Du moins, au moment du maréchal, quand il a été intervenu, c'est le 3 août 45 qu'il est intervenu au procès du maréchal. Il l'a fait, je crois, avec loyauté, en disant une chose que je pense authentique dans son idée. Il disait, chacun de nous, De Gaulle et moi, on jouait notre partie. Si les Allemands gagnaient, j'apportais un atout en ma personne. Et si les Alliés gagnaient, De Gaulle apportait son atout personnel. Il ne va pas parler, lui, de glaive ni de bouclier, comme vous savez, le père Pétain. Non, il disait simplement, chacun dans notre coin. Vous savez que son propre procès a été un scandale. Ça a été bâclé, c'était honteux. D'autre part, vous savez aussi qu'il a tenté de se suicider. Il a avalé du cyanure qui, semble-t-il, était éventé, car il n'est pas mort. Alors, pour pouvoir le fusiller, on l'a ranimé. C'est affreux, les circonstances dans lesquelles on l'a traîné au poteau d'exécution, qui n'a été du reste qu'une chaise. Il vomissait tous les 2 pas. On le soutenait sous les épaules et il est arrivé, il a refusé du reste d'avoir un bandeau sur les yeux, il avait un foulard tricolore et il est mort courageusement. Bon, ben voilà pour Laval. Maintenant, Pétain. Ben, il y a une première question à étudier sur le maréchal, dont on parle tout le temps lorsqu'il s'agit de ses responsabilités, c'est sa sénilité. Que de fois j'ai entendu dire, par des amis, par des ennemis, nous allons y venir,
qu'en vérité, il ne faut pas trop juger durement le maréchal, car il était si vieux qu'il avait quelquefois des absences. On prétend qu'en fin de journée, on pouvait lui faire signer n'importe quoi parce qu'il avait des passages à vide. Il ne savait plus où il en était. Et je dois vous dire que Tournou lui-même, qui est objectif, mais qui est sérieux, essaye d'expliquer par les absences des choses aussi étonnantes que la poignée de main que pendant la guerre, Pétain a donnée au général allemand von Storer, représentant du nazisme. Et il essaye aussi d'expliquer par une absence le fait que Pétain aurait accepté que Laval, d'accord avec lui, parla de la victoire allemande comme d'un souhait. J'en suis pas sûr. J'ajoute qu'il y a quelqu'un qui s'est fait remarquer alors dans ce genre d'interprétation. C'est M. Georges Villiers. Georges Villiers, c'est un homme du maréchal. C'est l'homme qui avait été placé par le maréchal à la mairie de Lyon, à la place d'Herriot. Vous savez qu'on ne voulait plus de maire élu et qu'Herriot en particulier était détesté par le maréchal, qui avait donc choisi ce M. Georges Villiers. Il faut savoir aussi que Georges Villiers est un bien-pensant, un super bien-pensant, puisqu'il deviendra le chef du CNPF, du Comité national du patronat français, en 1946. Eh bien, c'est lui qui raconte une histoire, et il l'a raconté à Tournou, il l'avait déjà raconté auparavant, qui se situerait comme ça au mois d'août 1942. Au mois d'août 42, Villiers, en qualité de maire de Lyon, reçoit le maréchal. Le maréchal doit décorer des religieuses de l'hôpital de la Charité. On prend un ascenseur. Et paraît-il, seul dans l'ascenseur, heureusement comme ça il était seul, on ne pourra pas le contredire. Le maréchal me dit soudain, en me posant la main sur mon bras, « Qui suis-je? Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici ?» Et Villiers dit, c'est épouvantable, faites penser qu'un homme comme celui-là, qui avait la responsabilité de la France sur ses épaules, avait de temps en temps de telles absences qu'il ne savait plus où il en était. Alors en face de toutes ces histoires, je voudrais vous apporter quelques témoignages d'amis, c'est ça qui est le plus important, d'amis du maréchal. Témoignage 1, Chauvel. M. Jean Chauvel a été aux affaires étrangères jusqu'en 1942, fin 42, il est resté donc à Vichy, puis il a gagné Alger, et vous savez sans doute qu'il a été ambassadeur à Berne, où je l'ai servi, comme on dit, pendant plus de 2 ans. C'est un homme qui avait gardé une grande estime personnelle pour le maréchal. Il a même raconté ceci, que le maréchal connaissait bien sa famille, lorsqu'il avait été autrefois dans sa carrière colonel à Quimper, et que lui, Jean Chauvel, ayant eu un abcès au poumon, suivez-moi, le maréchal avait mis à sa disposition son train spécial, pour lui, Jean Chauvel, tout seul, pour qu'il se fasse transporter à Paris, qu'on puisse l'opérer. Donc, il ne parle du maréchal qu'avec estime. Et il m'a dit, et il m'a répété, vous savez, je l'ai vu souvent, matin et soir, le maréchal. Jamais, je ne l'ai vu en état d'absence. Il était toujours parfaitement lucide. Autre témoignage. Auffin, l'amiral Auffin, qui est un passionné du maréchal, et qui dit ceci. Invoquer la sénilité de Pétain, c'est passer à côté de la vérité. Vous avez encore ceci, monseigneur Calvet, de l'Institut catholique de Paris, qui voit le maréchal le 25 mai 43, et qui, dans son compte-rendu, dira « J'ai trouvé un homme alerte, souple, aux réactions rapides, je n'ai surpris en lui pas le moindre fléchissement. » Et puis il y a M. Stucky, le ministre de Suisse, qui aimait beaucoup le maréchal, qui du reste pensait comme lui pour la politique intérieure, et qui, dans le petit livre qu'il consacrera à la fin de Vichy, écrira ceci, la plupart du temps, il était d'une lucidité et d'une fraîcheur étonnante. Enfin, vous savez bien que la fameuse divine surprise de Maurras n'a pas le sens qu'on lui donne parfois. On dit la divine surprise a été défaite, pas du tout. Maurras, au début de 41, dit « J'ai vu le maréchal, c'est une divine surprise que de voir un homme de cet âge avec une pareille lucidité. » Quant à la question de sa surdité, c'est assez amusant d'observer son comportement pendant le procès. Isorni lui avait dit « Vous ne répondrez sur rien ». Vous savez sans doute qu'Isorni lui avait écrit un petit papier que le maréchal a lu au début, puis après il a dit « J'entre dans le silence, du reste j'entends pas ». Alors ça c'est remarquable de penser que quand il y a des témoins contre lui, des témoins à charge, il n'entend pas, il fait même semblant de dormir, il dit rien. Mais quand il y aura un énorme défilé de témoins à des charges, il écoute très bien et quelquefois même il intervient. C'est pourtant un ami à lui qui va parler de sa protestation qu'il aurait eue lorsque il y a eu la phrase de Laval sur je souhaite la victoire allemande. Eh bien il a bondi à ce moment-là le maréchal pour dire non, j'ai jamais dit ça. Le vieux général Lanurien entre dans des développements de politique extérieure, en fait, diplomatie. Et le maréchal lui coupe la parole, en disant, assez, ça suffit. Donc il entend quand il veut entendre. Autre chose beaucoup plus importante, sa fameuse sensibilité. Alors là, si j'ai employé ce mot en le mettant presque entre guillemets, c'est qu'il est à la base du raisonnement de M. Henri Amouroux, que j'estime, pour cet ouvrage considérable qu'il fait sur les Français sous l'occupation. Vous savez, la thèse d'Amouroux, le maréchal est tombé pour ainsi dire du ciel. Brusquement, lui qui s'est jamais occupé de politique, quand il voit l'état dans lequel se trouve la malheureuse France au mois de juin 1940, il fait don de sa personne à la France par sensibilité, parce qu'il est bouleversé de ce qu'il voit. Malheureusement, cette sensibilité est mal confirmée.
C'est Tracou, son chef de cabinet militaire, qui racontera à Tournou: j'ai été heurté de l'insensibilité du maréchal lorsqu'on lui a appris la mort de son camarade, si je puis dire, en fait, c'est un aide de camp qui s'appelle le capitaine Bonhomme, qui était devenu le colonel Bonhomme, et qui venait de mourir bêtement dans un accident de la route. Nous voulions annoncer ça avec prudence au maréchal en disant ça va lui faire un coup. On lui a dit, il a répondu ah, et il a donné le sentiment d'être parfaite indifférence. Un médecin qu'il connaissait, qui s'appelait le médecin Grasset, a dit oui, il était d'une extraordinaire insensibilité, il n'avait pas d'émotion, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il vieillissait moins, parce que les gens qui sont émotifs vieillissent plus rapidement. J'ajoute encore ceci. Il connaissait l'usage très délibéré du mensonge. Mais enfin, tout le monde le fait, paraît-il, dans les hautes sphères. Mais j'en vois deux admirables. Le 8 et le 9 juillet, il annonce aux parlementaires, il y a une délégation de parlementaires anciens combattants qui viennent le voir. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le maréchal? Il dit, rassurez-vous, votre indemnité parlementaire sera maintenue et il y aura auprès de moi une représentation nationale. Vous savez bien qu'il n'y en aura point. Mais ce qui est le plus drôle, c'est au sujet du départ d'une partie du gouvernement en Algérie. Le père Lebrun a dit, je veux partir, je vais aller en Algérie. Pétain a dit, non, moi, je veux rester personnellement. Alors là, il y a un témoignage qui est celui d'Herriot. Herriot dira, le maréchal m'a dit à moi-même, vous savez, tout le monde ne veut pas partir. Et le maréchal lui a dit au père Herriot, eh bien, s'ils ne veulent pas partir, je leur en donnerai l'ordre. Puis vous avez Baudouin, ministre des Affaires étrangères, qui dit exactement le contraire. Baudouin va trouver le maréchal et dit, vous savez, il paraît que Lebrun veut véritablement partir. Il veut partir, eh bien, je le ferai arrêter. Alors, d'un côté, il donne l'ordre de partir, et de l'autre, il dit, je le ferai arrêter. Bon, mensonge. Maintenant, je voudrais vous parler de ces phrases, cette floraison extraordinaire de phrases qu'on a prêtées au maréchal quand il s'est agi de le défendre au procès et en dehors du procès. Je les ai groupées. Il y a des phrases qui vont montrer à quel point il était grandiose, d'autres qu'il était révolté, d'autres qu'il était navré, d'autres qu'il était généreux. Vous allez voir. Alors d'abord, au sujet de son côté grandiose. C'est le I2 qui a remplacé Belin. Vous savez, c'est un homme du patronat, c'était le gendre de Renaud, je crois, le I2, oui, c'est ça, qui dira, le maréchal m'a dit, en 40, j'ai sacrifié ma personne à la France. Et maintenant, novembre 42, je reste parce que je veux sacrifier ma gloire. Révolté. Il aurait dit, paraît-il, ça me paraît bien surprenant, il aurait dit à von Rentefink, vous savez, son surveillant, quand il a appris l'horreur d'Oradour, il lui a dit, vous êtes une nation de barbares, de sauvages, vous êtes une nation de sauvages. Point d'interrogation. Il serait navré, paraît-il. Il aurait dit aussi devant quelqu'un, à propos de la milice, c'est une armée fratricide. Mais c'est lui qui l'a fabriquée, cette milice. Alors pourquoi fratricide? Généreux. Alors les Juifs, ça c'est deux documents que je trouve tous les deux sous la plume du Moulin de la Barthète. Du Moulin de la Barthète écrit ceci. Le maréchal était trop humain pour ne pas être lui-même peiné de ce que son devoir l'obligeait à la faire à l'égard des Juifs. Devoir. Hein. Et il ajoute même, lorsque le général signa le statut des Juifs, il ne le signa qu'à contre-cœur du Moulin de la Barthète. Or, vous avez la déposition de Baudouin qui est un ami et qui dit le maréchal était le plus engagé. À l'égard maintenant des résistants, eh bien, il paraît, si vous voulez, que le maréchal se serait opposé à l'amiral Barre, que j'ai connu. J'étais là pendant la guerre, l'amiral Barre, qui était un amiral, qui s'est occupé de police à Paris, préfet de police, avait été nommé ambassadeur du maréchal à Berne. L'amiral Barre aurait dit, il n'y a pas de pitié pour ces communistes, il y avait Gabriel Péry qu'on venait de fusiller, ce n'était qu'un communiste. Alors, paraît-il, le maréchal serait intervenu pour lui dire, communiste ou pas, c'est un Français, et ce sont des balles ennemies qui l'ont tué. J'en suis moins sûr. Résistant. Ça, c'est chez Robert Aron. J'ai dit bien Robert, pas Raymond Aron. Robert Aron a fait en 54, je crois, ou 60, je ne me rappelle plus bien, un bouquin qui s'appelle l'histoire de Vichy, dans lequel on sent très évidemment qu'il était en train de préparer sa candidature à l'Académie. Et il prête au maréchal les propos les plus surprenants, en particulier ceci, qui serait de 1943. Un résistant que connaissait le maréchal vient le voir. Le maréchal le prend dans son bureau, le maréchal se lève, ouvre la porte pour voir si son docteur Ménétrel, qui était extrêmement anti-résistant, n'écoute pas. Il referme la porte, Ménétrel n'est pas là, alors le maréchal s'assied, met sa main sur le genou du résistant et lui dit « Alors ça marche la résistance? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Que voulez-vous, je n'en crois rien. Ces formules me paraissent absolument abusives, ce sont des choses inventées. À l'égard de De Gaulle, vous avez encore là aussi deux témoignages que j'ai recopiés. Vous avez Paul Estèbe, qui faisait partie du cabinet militaire, cabinet civil du maréchal, et qui dit « Le maréchal a dit devant moi un jour, De Gaulle est mon fils spirituel. » Puis vous avez au procès même le général Chauvin qui dit « Le maréchal a dit devant moi, si j'avais eu l'âge de Gaulle, j'aurais fait comme lui. » N'empêche que nous avons, ça c'est des phrases qui ne seront pas vérifiées, n'empêche que nous avions un témoignage de Lié. Lié, c'est l'ambassadeur américain à Vichy, qui dans une dépêche du 4 mars 41 dit « Le maréchal m'a dit, De Gaulle est une vipère que j'ai réchauffée dans mon sein. » Là, laissez-moi ouvrir une petite parenthèse au sujet de Végan.
Weygand haïssait, mais vous savez, détestait d'une manière physiologique De Gaulle. De Gaulle le lui rendait bien d'ailleurs. Et alors là, il y a un document fourni par Raymond Tournoux qui est ceci, une phrase de Weygand au général Audet, A-U-D-E-T. Le général Audet était assez brouillé quand il était colonel, il s'était brouillé avec De Gaulle en 1938. Serait-il que Weygand a dit à Audet, qu'il a répété à Tournoux ceci: cet homme, De Gaulle, est un misérable. Si jamais Monsieur De Gaulle se présente devant moi, je sortirai mon revolver et je tirerai. J'appelle encore votre attention sur les propos concernant le dévouement du maréchal. Il y a là un florilège extraordinaire. Vous avez le général Lafargue qui va parler, témoin de décharge au procès de Pétain, et qui dit: Vichy se fut un Alésia qui a duré 4 ans et dont le Vercingétorix fut un vieillard de 85 ans. Vous avez Pierre Tétinger, qui est du conseil municipal de Paris, et qui, dans un livre intitulé Les leçons d'une défaite dédiée au maréchal Pétain, s'écrit ceci: au maréchal Pétain qui s'est sacrifié, nouveau Christ, pour la rédemption de la France. Puis il y a le général Sérigny. Sérigny, c'est un vieux copain, si on peut dire, de Pétain. Il a fait un livre 30 ans avec le maréchal. À la couronne de gloire, le maréchal a préféré la couronne d'épines. Et quant à René Benjamin, il a choisi la voie du sacrifice. Et lui-même, chef d'État, affirme: j'exerce un métier de dévouement. Cet hommage que lui rend Benjamin, René Benjamin, est très intéressant. Benjamin a fait 3 livres sur le maréchal pendant la guerre, et en voici un qui est tout à fait plaisant. Le maréchal subit l'adversité avec élégance, dit-il. C'est sa conception de l'honneur. Il a eu l'avantage de prendre son repas du soir avec le maréchal. Le dîner prenait le double aspect de l'abondance et de la poésie. Dîner magnifique. Le maître d'hôtel se penche avec une bouteille et murmure Clos du maréchal. Et voilà que Tournoux a retrouvé et a publié, il a raison, un menu du 24 avril 44. 24 avril 44, il s'est renseigné, Tournoux, il s'est rien produit d'important, il n'y avait pas un personnage de premier plan qui était invité à la table du maréchal, c'est un menu par contingent ordinaire. Ce menu ordinaire, c'est au moment où les Français ont 200 grammes de viande par mois, c'est bien ça, par semaine. 200 grammes de viande par semaine et 500 grammes de sucre par mois. Alors voilà le menu qu'a révélé M. Raymond Tournoux à la date du 24 avril 44. Suprême de Colin Princesse, filet de bœuf financière, petit pois à la française, poulard de Mireille, cœur de laitue, mimosa, fromage, bombe Coppelia, fruits. Quant au vin, Marquis de Fresque, 1937, Moulin à Vent, 1938, Champagne Impérial Star, 1934. Et le 13 juin 1940, le maréchal avait dit ceci: je resterai parmi le peuple de France pour partager ses peines et ses misères. Et le 31 décembre 40, il avait ajouté: il faut affronter l'austérité, nous aurons faim. C'était un nous qu'on peut difficilement faire passer pour un nous de majesté. Le général de Sérigny raconte dans ses 30 ans avec le maréchal le détail suivant qui a son prix. Le maréchal s'était fait installer près de Vichy, à quelques kilomètres de Vichy, au bord de l'Allier, un château qui s'appelait le château de Charmeil. Il l'avait fait aménager somptueusement. Et alors Sérigny raconte: il nous fit tout visiter avec bonheur, ne nous faisant grâce ni d'une salle de bain ni d'un WC. Le maréchal tient beaucoup à ses avantages matériels. La couronne d'épines, voyez-vous, tout de même avait plus de roses que d'épines. Enfin, sortons vite de cette asphyxie et remontons un peu plus haut. L'armistice. Un des grands thèmes d'Isorny pour défendre le maréchal, c'est ceci: l'armistice a pratiquement sauvé la France parce qu'il a empêché les Allemands d'occuper l'Afrique du Nord. Et l'Afrique du Nord sera le tremplin d'où la libération de la France commencera. Eh bien, au fond, avec beaucoup de loyauté, dit: oui, peut-être qu'il l'a fait, mais sans le savoir. Effectivement, je vous ai rappelé que le 1er juillet 1940, recevant l'ambassadeur américain Bellit, le maréchal lui avait dit: je donne 3 semaines à l'Angleterre avant qu'elle ne soit à genoux. Par conséquent, il n'avait pas la moindre idée que les Anglais, que les Américains, encore d'autant plus, puisqu'ils n'étaient pas dans la guerre, utiliseraient l'Afrique du Nord pour une reconquête de la France. Donc l'armistice, dans la pensée du maréchal, n'avait aucune arrière-pensée de reconquête et de vengeance. Deuxièmement, on lui prête une détestation viscérale des Allemands, et paraît-il, il lui arrivait même d'employer, même devant un auditeur allemand, le mot « les Boches ». Ça n'avait pas empêché, vous le savez bien, de tendre très cordialement la main au général von Storer qui représentait les nazis. Il aurait aussi, selon certains, eu chez les Allemands la réputation de s'appeler le maréchal Nein. C'est une phrase entièrement apocryphe. Tournoux a essayé d'en retrouver l'origine. Rien ne le prouve. En fait, les Allemands avaient toujours obtenu ce qu'ils avaient voulu du maréchal. Les Juifs, mais en fait tout de même, n'oublions pas l'essentiel. C'est tout de même lui qui a pris l'initiative, et sans la moindre pression allemande, l'initiative de la persécution des Juifs. C'est lui qui les a chassés de la communauté nationale. C'est lui qui a établi le statut des Juifs.
le chiffre réel des Juifs français, des Juifs habitant la France ou français, qui ont été déportés et qui sont morts, n'est connu que depuis peu. C'est en février 1979 que M. Barre, Premier ministre, a donné ce chiffre. Il y a eu 120 000 déportés ratio, 120 000 déportés ratio, c'est-à-dire juifs. Il en est revenu moins de 3 000. Sur ces 120 000, il y avait plus de 8 000 enfants. Donc il y a eu 117 000 morts juifs et tous les enfants y sont restés. Pétain n'avait guère imité ce qui s'était passé au Danemark. Lorsque le roi du Danemark était resté sur place, mais qui ne voulait pas s'en aller, il ne voulait pas non plus exercer la moindre fonction. Vous savez peut-être qu'il avait annoncé, si l'on oblige les Danois à porter l'étoile juive, je la porterai moi-même, avait-il dit. Alors quand il a su que les Allemands se préparaient à faire des rafles de juifs, ils n'étaient pas nombreux au Danemark, ils étaient 7700. Savez-vous qu'il y en a eu 462 seulement, 462 qui ont été arrêtés, parce que le roi, clandestinement, et avec quelques amis, s'est arrangé pour faire passer les Juifs, ceux qui pouvaient y aller de leurs frais, et on leur payait quand ils ne le pouvaient pas, les faire passer en Suède par petits bateaux. Le maréchal ne s'est guère préoccupé de la même chose. Le maréchal Rempart, c'est son thème permanent. Je reste parmi les Français parce que je ne veux pas vous abandonner. Que seriez-vous sans moi? Je me demande, quelle a été l'utilité de ce rempart? Enfin, regardons les chiffres pratiquement. Combien sont revenus de prisonniers? C'est surtout grâce à Laval qu'il en est revenu au moment de la relève. Vous savez, quand il a obtenu que pour 3 ouvriers français, 1 prisonnier revint. Il a envoyé 150 000 spécialistes et il est revenu 50 000. Le maréchal n'avait obtenu le retour que des prisonniers qui avaient plus de 4 enfants ou qui étaient supposés malades. Donc, pour les prisonniers, rien. Le maréchal a accepté, sans difficulté, je vous l'ai dit, les 400 millions par jour que les Allemands exigeaient. Alors que, je vous l'ai dit, on pensait que les Allemands présentaient ce chiffre, s'attendant à une démarche, à une protestation, et ils allaient trancher vers 350 000. Le maréchal a accepté tout de suite. Savez-vous combien la France a versé à l'Allemagne sous le règne de Pétain? 631 milliards de francs. La mortalité qui était de 12 pour 1000 en 39 sera de 17,8 pour 1000 en 43 et 30% de tuberculeux en plus. Et alors là, je me réfère à un travail qui est absolument objectif, qui est un allemand, qui s'appelle Jenkel. Je cite, la France eut les rations alimentaires les plus basses de toute l'Europe de l'Ouest. Par conséquent, je ne vois littéralement pas ce que le maréchal a pu apporter pour les Français. Alors nous y voilà maintenant. Nous sommes en présence du constat. Vous savez, la vérité est rude, mais je pense qu'il faut savoir la regarder en face. Il y eut un maréchal de France qui était passionné de politique intérieure. Un maréchal qui détestait la République et voulait la détruire. Un maréchal qui était résolu à exclure les Juifs de la communauté nationale. Un maréchal qui, il l'avait déclaré lui-même, entendait interdire la contestation ouvrière. Un maréchal qui ne voulait pas que les enfants des pauvres puissent accéder au baccalauréat. Vous savez bien, puisqu'il a aboli la gratuité des 2 classes supérieures. Et pour réaliser ce programme, le maréchal n'avait pas hésité à se servir de ce désastre qu'il avait prévu et auquel on peut dire qu'il a plus ou moins collaboré. Voyez-vous, la meilleure définition de Vichy qui a été apportée, c'est celle de Bernanos. Bernanos écrira en 1945 ce qui suit. Vichy, c'est le triomphe d'une minorité impopulaire qui depuis 20 ans cherchait en vain électoralement sa chance et qu'il avait trouvé dans le désastre de la nation. Le maréchal n'hésite pas à se servir du désastre français pour réaliser sa politique parce que Gustave Hervé, en 1935, dans ses textes successifs qu'il avait réunis sous le nom « C'est Pétain qu'il nous faut », avait déclaré ceci littéralement. Un coup de force pour renverser le système parlementaire n'est pas concevable en temps de paix. Mais en temps de guerre, et particulièrement en cas de défaite, le coup de force peut réussir. Eh bien, il a réussi. Le fameux bouclier, dont le maréchal parlera, en disant « Moi, j'étais le bouclier et De Gaulle était un glaive ». C'est un bouclier qui se transformait bien facilement en casse-tête ou en matraque. À l'égard des Juifs, à l'égard des résistants, ce fut le casse-tête. N'oubliez pas tout de même que le maréchal est responsable de la mort d'un grand nombre, plusieurs milliers de soldats français, puisque c'est le maréchal qui avait donné ordre de résister lorsque les Anglo-Français sont arrivés devant Dakar en septembre 40 et qui a eu plus de 600 morts. N'oubliez pas que c'est le maréchal qui a forcé le général Dens en Syrie à lutter en juin et en juillet contre les Franco-Anglais qui arrivaient. Là aussi, 1600 morts environ. N'oubliez pas que c'est le maréchal qui avait donné ordre aux forces françaises de résister lorsque le débarquement américain eut lieu en particulier devant Casablanca le 8 novembre 42. Plus de 600 morts. Donc, le maréchal a fait tuer, de par sa volonté, un certain nombre de Français. Et maintenant, alors si vous regardez ce qui se passe du côté de la résistance, rendez-vous compte, est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui du geste inouï de la part de ce maréchal de France qui va armer des Français contre les Français au bénéfice de l'occupant.
Alors je sais bien que M. René Benjamin nous dira, le maréchal, il faut lui être reconnaissant d'avoir débarrassé la France de ce monstre qu'était le suffrage universel. Ouvrons les yeux, prenons contact avec une réalité authentique et évidente. Qui sont ceux qui aujourd'hui sont groupés dans ce comité pour la réhabilitation du maréchal Pétain? C'est toute la droite et toute l'extrême droite française, avec l'alibi du vainqueur de Verdun. Vainqueur de Verdun, point d'interrogation, étant donné que le généralissime Joffre, dans ses mémoires, dit non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas Pétain qui a été le vainqueur de Verdun, c'est Nivelle. Mais on mettra ça au premier plan, ça sera le prétexte, le vainqueur de Verdun. En réalité, ce que l'on veut obtenir, c'est la réhabilitation de l'homme de Vichy. Ce n'est pas pour rien, vous savez, qu'il y a quelques années, au moment d'une célébration qui se passe, paraît-il, annuellement, un hommage devant la tombe du maréchal à l'Île-Dieu, est venue une délégation du MSI. Vous savez ce que c'est que le MSI? C'est le parti néofasciste italien que dirige Almirante. Eh bien, ce jour-là, à l'Île-Dieu, les Italiens ont salué l'ombre, la mémoire de Pétain, en levant le bras dans le geste mussolinien.